Avec Catherine Neveu, on suit depuis plusieurs années maintenant le réseau des centres sociaux. Et du coup, sur la question démocratique, on avait quelques petits éléments issus de nos observations, de nos étonnements par rapport aux pratiques des centres sociaux et des fédérations. Je voulais juste revenir en introduction sur quelques éléments issus de l'ouverture et du podcast. On parle dans ce cycle-là de la démocratie dans tous ses états. Dans la table ronde de lancement, avec Loïc Blondiot et Adeline de Lépinay, on a vu quelques définitions de la démocratie et du rôle que peut jouer l'éducation populaire. On a vu qu'il s'agissait notamment de renforcer la possibilité pour celles et ceux qui sont moins habitués à s'exprimer, de pouvoir donner leur avis, d'agir collectivement, d'influencer l'action publique. Bref, de renforcer la démocratie en faisant la promotion d'une citoyenneté active au niveau local. Ensuite, avec le podcast, on a entendu que la citoyenneté ne s'apprend pas. Nous sommes tous égaux face à la citoyenneté, car nous sommes tous légitimes à donner notre avis. C'est bien ça la démocratie, et à partager nos expériences. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas important de se former pour mieux comprendre les enjeux, mais néanmoins, nous, la démocratie pour nous, c'est la légitimité de tous et de toutes, et c'est aussi l'idée qu'à côté des experts et des savoirs scientifiques, ou des experts de la politique, on dispose tous et toutes de savoirs qui sont issus de nos expériences du quotidien. Bref, on est légitime parce qu'on est tous égaux face au pouvoir et parce qu'on a tous des expériences singulières à partager pour construire le bien commun. Et du coup, cette question de la citoyenneté, c'est ce qu'on aurait bien aimé revenir dessus avec Catherine ce soir, sur la manière dont les centres sociaux s'emparent en fait, de cette question de citoyenneté. Quel type de citoyenneté les centres sociaux promeuvent? Et au contraire, est-ce qu'ils ne passent pas à côté d'autres manières d'être citoyen? Pour cela, on va revenir sur deux entrées. La première entrée, c'est la question de l'engagement, des parcours d'engagement au sein des centres sociaux. Et Catherine va parler de ça. Et la deuxième entrée dont moi je vais parler, c'est celle de la question de l'image qu'on connaît tous, qui est l'image des trois maisons pour représenter ce qu'est un centre social. On verra alors qu'il y a plusieurs manières de penser la citoyenneté et qui pourra être intéressant dans une visée d'approfondissement du rôle démocratique des centres sociaux, d'élargir le spectre de ce que être citoyen veut dire. Et je laisse pour cela, pour commencer, la parole à Catherine Neveu. Merci Jérémy. Je ne vous cache pas que je suis extrêmement stressée par cet aéropage de participants et de participantes. Donc, je ne vais pas revenir sur, mais juste redire ce que Isabelle l'a précisé. C'est vrai que les quelques éléments que je vais partager avec vous aujourd'hui sont issus à la fois d'un compagnonnage qui remonte à 2011 avec le réseau de manière générale, à un ensemble de recherches personnelles ou collectives menées auprès de centres sociaux, et puis au fait que je suis administratrice fédérale, et c'est aussi un point d'observation intéressant. Donc c'est vrai que je suis partie un petit peu d'une observation qu'on partage avec Jérémy, c'est que très souvent dans les centres sociaux, on entend un certain nombre de remarques sur le fait que les gens sont dans le concret, la politique, ça ne les intéresse pas. La politique, le débat, c'est des choses abstraites et les gens, ils sont dans le concret, dans le quotidien. Puis quelquefois, c'est pas que les gens, mais c'est nous aussi. C'est nous aussi, bénévoles, membres de conseils d'administration ou salariés de centres sociaux. Il y a aussi beaucoup ces discours-là. Nous aussi, on est dans le concret, on est dans l'action, on est dans le quotidien. On n'est pas dans les idées et l'abstrait. Et donc, ça nous semble une opposition intéressante entre le concret et l'abstrait, entre le quotidien et le politique, entre le quotidien et le débat, parce que cette dissociation, elle est très révélatrice quelquefois d'une difficulté justement à lier le concret, l'ordinaire et le quotidien à des questions politiques, à des enjeux politiques, et donc quelquefois une difficulté à lier action et pensée. Et il nous semble que c'est un des enjeux de ce buffet des idées, c'est de réfléchir à ce lien entre action et pensée. Donc quelques observations sur le parcours d'engagement, parce qu'il est révélateur aussi de ces oppositions. On a remarqué, notamment dans le projet Engagir, dont parlait Isabelle, mais de manière plus générale, la place prédominante quand même dans le réseau des centres sociaux d'une conception spécifique de l'engagement qui est le célèbre parcours d'engagement. Et je vais pas vous, enfin si je vous l'aurais décrit au cas où vous l'auriez raté. Le parcours d'engagement, il commence par la fréquentation d'une activité du centre social, il se poursuit par l'investissement comme bénévole au sein du centre social et il culmine dans l'entrée au conseil d'administration.
Ça, c'est vraiment, du coup, l'objectif souvent de nombre de salariés ou de bénévoles, c'est d'accompagner au mieux ce parcours pour être sûr que quelqu'un qui commence à venir au centre social pour fréquenter une activité, un jour finisse au conseil d'administration. Et donc, il s'agit d'accompagner ce parcours pour permettre aux habitants et aux habitantes de franchir une à une les étapes successives de ça. Et ça, c'est vraiment un idéal normatif très fort dans les centres sociaux qui est tout à leur honneur parce que ça indique l'importance qui est attachée au conseil d'administration comme instance de portage politique de l'association, mais qui a aussi un ensemble de limites parce qu'il est tellement puissant, cet idéal normatif du parcours d'engagement, il est tellement puissant, il est tellement omniprésent qu'il a l'inconvénient quand même de rendre difficilement envisageable d'autres parcours d'engagement. Il nous bloque un peu les imaginaires. On a du mal à imaginer parfois d'autres parcours d'engagement, d'autres formes d'engagement que cette forme-là. Et ce qu'on a pu observer dans le cadre d'Engagir notamment, c'est qu'y compris l'introduction et l'usage de la notion de pouvoir d'agir, elle a été phagocytée par cette représentation-là. Et au bout du compte, développer le pouvoir d'agir, souvent, c'est continuer à vouloir recruter des bénévoles dans le conseil d'administration. Donc, souvent, l'introduction de cette notion n'a pas fondamentalement changé les imaginaires sur l'engagement. Et je voulais soulever là un point essentiel, mais qui apparaît très bien dans les discussions que vous avez eues en atelier, c'est que cet idéal du parcours d'engagement, il est d'autant plus puissant, d'autant plus fort, qu'on s'interroge sans doute pas suffisamment sur l'intérêt de nos instances de gouvernance classiques, et notamment sur ce fameux CA. C'est Marion Carrel qui l'avait dit au JPAC de 2018. On a quand même tendance à considérer que nos modes de fonctionnement sont efficaces tels qu'ils sont. Et il s'agit d'éduquer les habitants et les habitantes pour développer leurs capacités, pour s'adapter à l'existant, plutôt que de repenser l'existant, pour être plus hospitalier pour une diversité de profils et de parcours. Donc, il me semble que ce qui est en jeu là aussi, c'est peut-être un regard un peu critique, hein, mais dont on voit bien la conscience que vous en avez, sur à la fois les modes d'arrivée dans les CA, les modes de fonctionnement des CA et l'invention de nouvelles manières peut-être, ou de manières autres, de penser l'engagement et la participation à l'élaboration collective du projet et des actions du centre social. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir brièvement, c'est ces représentations sur le parcours d'engagement, et Jérémy prendra la suite pour approfondir ces questions-là. Il nous semble qu'elle est très liée à une vision capacitaire de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on entend par une vision capacitaire de la citoyenneté? C'est-à-dire que pour être citoyen ou citoyenne, il faudrait acquérir un ensemble de compétences avant de pouvoir être citoyen et citoyenne. Et donc, on a une logique du coup qui est soucieuse de permettre cette montée en compétences des habitants, des bénévoles, des membres de conseils d'administration ou des salariés. Et une logique qui est souvent, comme je le disais, vise à les mettre en conformité avec l'existant et à permettre cette montée en compétences. Et donc, on pense en termes de succession d'étapes. Et ce que j'ai pu observer pour ma part, sans dire que c'est une généralité valable partout dans tous les centres sociaux à travers le territoire, c'est que souvent, d'ailleurs, cette idée qu'il faudrait que les gens acquièrent des compétences avant de pouvoir être considérés ou de se considérer comme citoyens ou citoyennes, se double quand même de représentation sur les habitants et les habitantes et sur leurs compétences assez surplombantes. En gros, comme moi j'ai entendu des choses, mais je pense que vous les avez entendues aussi, comme les habitants de toute façon sont bloqués sur des activités comme le carnaval et ne sont pas intéressés par autre chose. Bref, non seulement les habitants doivent, avant de pouvoir envisager d'agir comme citoyens, acquérir des compétences, mais dès le départ, on leur en reconnaît quand même pas beaucoup souvent. Et ça, je renvoie au podcast aussi sur la question de la l'égale légitimité d'une diversité de savoirs. Voilà, donc cette représentation, une conception capacitaire de la citoyenneté qui pense la citoyenneté comme le fait de détenir un ensemble de compétences et qui est présenté comme un préalable à l'engagement et pas comme son résultat. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est que
je reprends rapidement une citation que j'aime bien de Saïd Bouamama, qui dit qu'il est temps de réaffirmer avec force que la démocratie ne s'apprend pas, qu'elle ne se limite pas à un stock de savoir ou de savoir-faire, mais qu'elle est d'abord et essentiellement un savoir-être qu'elle ne s'apprend qu'en se pratiquant. Voilà, je pense que j'ai à peu près terminé sur la première partie de mon propos. Je vais laisser la parole à Jérémy, puis je ferai une petite conclusion à la fin. D'accord, merci Catherine. Moi, j'aimerais bien revenir maintenant pour donner un peu des exemples sur cette séparation entre l'abstrait et le concret dont tu parlais un petit peu. J'aimerais revenir sur l'image de la maison au centre social et l'image des maisons. Vous connaissez sûrement cette image des maisons pour décrire un centre social. Cette image, c'est l'idée qu'un centre social, c'est 3 maisons. La maison des activités et des services, donc tout ce qui est sortie, activités pour la famille, ateliers linguistiques, informatique, cuisine, etc. La maison des projets, donc c'est les projets des habitants, les sorties en vacances, les pratiques artistiques, etc., etc. Et enfin, la maison de la citoyenneté. On sait qu'avec le projet fédéral actuel autour du pouvoir d'agir, l'idée était de revaloriser un peu la maison de la citoyenneté. En effet, on estime que les centres sociaux ne sont pas que des espaces où on propose des activités et des services, mais aussi des espaces d'activité démocratique. Et si vous êtes là ce soir, c'est bien que vous partagez ce sentiment. Mais moi, j'aimerais bien interroger, et j'aimerais bien aussi vos réactions par rapport à ça, sur les limites démocratiques de cette division-là en 3 maisons. Pour moi, ça pose 2 problèmes en termes de vision de la citoyenneté. D'une part, le premier problème, c'est est-ce que diviser en 3 maisons, ça veut dire qu'il n'y a des citoyens que dans la maison de la citoyenneté? En fait, c'est un peu le problème de ces maisons-là, c'est qu'elles s'adressent toutes à des publics différents. On a d'un côté celles et ceux qui viennent profiter, des fois on dit même consommer des activités ou des services, celles et ceux qui s'impliquent dans des projets de vacances, par exemple, et enfin d'autres qui sont celles et ceux qui sont dans les dispositifs participatifs ou dans les conseils d'administration. Et on se plaint souvent que c'est toujours les mêmes, que celles et ceux qui viennent profiter des activités consomment et puis après s'en vont. Mais en fait, nous, avec cette image des maisons bien séparées, on s'empêche aussi de créer ces liens-là. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai participé à l'animation dans un centre social d'un dispositif participatif qui s'appelle les tables de quartier. L'idée des tables de quartier, pour aller très vite, c'est de rassembler les habitants du quartier pour discuter des problèmes qui se posent sur le quartier et de trouver des solutions ensemble. Et donc, un soir, on s'est retrouvé dans le grand hall du centre social et on a commencé à parler de certains problèmes du quartier. Et on est arrivé notamment sur la situation des jeunes du quartier, des situations un peu de déshérence et des jeunes qui avaient du mal à trouver des solutions à leurs propres problèmes. Et là, en plein milieu, il y a un groupe de parents qui sont arrivés pour venir chercher leurs enfants, qui faisaient une activité pédagogique, de l'aide aux devoirs, je crois. Et donc, ils attendaient dans le hall, mais eux, ils ne participaient pas, alors qu'on parlait d'eux et de leurs enfants. Et après, hop, une seconde, excusez-moi, et après, les enfants sont sortis et ils sont un peu se demander ce que c'était que ce dispositif-là, qu'est-ce qui se passait, mais personne ne leur a vraiment expliqué. On estimait en fait que ce n'était pas vraiment pour eux cette discussion-là. Et c'est quand même très, très paradoxal parce qu'eux, ils étaient venus faire de l'aide aux devoirs, les parents étaient venus les chercher, et à côté de ça, il y avait un groupe d'habitants qui étaient venus parler de leurs problèmes, des problèmes des jeunes sur le quartier. Et je trouve que c'est un peu un symptôme de ce problème de la séparation des maisons. Évidemment, c'est hyper important d'avoir des espaces de respiration et on n'est pas obligé de tout le temps parler de politique. Mais c'est compliqué, je trouve, de critiquer le fait que des gens viennent juste consommer le centre social si nous-mêmes, avec l'image des 3 maisons, on les met chacun dans des cases fermées. D'un côté, les usagers, de l'autre côté, ceux qui sont dans les projets, et enfin, ceux qui sont dans les activités citoyennes. Donc ça, c'est un premier point que j'ai eu l'occasion d'observer, et puis du coup, on a essayé de construire par rapport à ça. Le deuxième point, c'est que séparer la citoyenneté, les projets et les activités, ça valorise un certain type de démocratie. Parce que, en fait, si la démocratie, ce n'est pas des activités, si la démocratie, ce n'est pas des projets, bah alors qu'est-ce qui reste? En fait, j'ai l'impression que cette séparation en maison, et particulièrement la séparation entre les projets et la citoyenneté, ça renvoie un peu à ce que Catherine disait tout à l'heure entre l'abstrait et le concret. On estime que ce qui relève de la démocratie, c'est des débats sur l'intérêt général, des débats un peu théoriques, des grandes discussions. Et de l'autre côté, on a plein de projets qu'on mène avec des habitants, mais on ne se rend pas compte de leur caractère politique. Et c'est ça que je veux dire, en fait, c'est que d'un coup, avec d'un côté les projets et de l'autre côté la citoyenneté, ces 2 maisons séparées, et ben en fait, on sépare l'abstrait et le concret. L'abstrait, c'est les débats, c'est les réunions, c'est recueillir la parole des habitants, c'est les discussions. Et la démocratie, ce serait ça, du coup. Mais la démocratie, ce ne serait pas le concret. Le concret, c'est les projets, c'est où on fait réellement avancer les choses. Et du coup, ces projets-là, bah, ce ne serait pas de la démocratie. Et je trouve que ça pose vraiment un problème, cette distinction, parce que du coup, d'un côté, dans nos discussions, dans les cafés-débats, les universités populaires, etc., qu'on met en place,
eh ben, on n'arrive pas à déboucher sur des actions concrètes. On reste un peu au niveau de la discussion, un peu comme ça, la discussion pour la discussion. On recueille la parole, on crée du débat, mais on en fait quoi? Et de l'autre côté, les projets concrets, eh ben, on ne se rend pas forcément compte de leur caractère politique, du fait que ce n'est pas juste des éléments pour aider concrètement les habitants, mais que c'est des choses qui renvoient à des inégalités, des injustices, et donc à une vraie citoyenneté. Par exemple, un projet de lutte contre les discriminations, où on accompagnerait des jeunes pour trouver du travail, par exemple, eh ben, ça pose plein de questions démocratiques. Pourquoi est-ce que certains jeunes trouvent facilement du travail et d'autres non? Pourquoi est-ce qu'il y a des formes parfois de discrimination au faciès? Et comment lutter contre ça, au-delà de juste l'accompagnement d'un groupe de jeunes pour qu'il aille rencontrer des employeurs? Donc voilà ce que je voulais dire sur la question des maisons. Je pense que c'est un outil extrêmement performant, ces maisons. Et on le voit très bien. Un centre social, effectivement, c'est des activités, des services, c'est des projets, c'est de la citoyenneté. Moi-même, quand je suis arrivé à la Fédération des centres sociaux, ça m'a permis de comprendre assez rapidement ce que faisait un centre social. Mais je trouve qu'une image, c'est jamais qu'une image. Ça façonne aussi notre manière de penser, ça crée des catégories, ça crée des cases. Et ce que j'essaie de montrer à travers ces quelques exemples, c'est qu'avoir cette séparation en maison, ça peut parfois empêcher de rendre la démocratie concrète, ça peut parfois empêcher de politiser des problèmes, des projets ou encore des activités. Et je vais laisser du coup Catherine conclure. Okay. Alors, Jérémy, Catherine, il vous resterait 4 minutes, peut-être 5, ça vous va? Oui. Et comme ça, parce qu'on va avoir envie de réagir en groupe. Je voulais juste pour terminer revenir sur un débat, des formulations très fréquentes aussi dans le réseau des centres sociaux et cette difficulté, juste quelquefois, à penser justement le rôle politique et le rôle démocratique des centres sociaux. Je vais être un peu provocatrice, mais c'est aussi l'enjeu de ces rencontres, c'est de s'agiter les ménages. Mais pour dire que cette citoyenneté capacitaire et cette manière enfin, les effets de la fabrication des 3 maisons. Après, bien évidemment, j'ai vu dans le chat qu'il y avait des gens qui disaient oui, mais en fait, les maisons, c'est des portes d'entrée, ça se peut circuler de l'un à l'autre. Bien évidemment, elles n'ont pas forcément été pensées au départ comme étanches les unes par rapport aux autres. Sauf que, comme disait Jérémy, l'image, elle fabrique cette étanchéité des 3 maisons, plus qu'elle ne fabrique la circulation et la porosité entre les maisons. Mais ce que je voulais dire pour conclure, et là je renvoie, je mettrai la référence tout à l'heure parce que j'ai du mal à parler et à taper en même temps dans le chat. Certains et certaines d'entre vous ont peut-être lu ou vu le rapport que Régis Cortesero a fait pour la CNAF sur les centres sociaux et la participation. Et il explique notamment dans ce travail qu'il y a un certain nombre de référentiels, de cadres de pensée qui sont repérables dans les centres sociaux. Et il dit que chacun de ces cadres de référence, de ces manières de penser, définissent, je le cite, chacun d'entre eux définit des acteurs politiques selon des termes à chaque fois spécifiques. Alors il dit que par exemple, le référentiel de l'intégration, son objectif ou son résultat, c'est de produire, de participer à la formation d'un citoyen éclairé. Dans le référentiel de la cohésion sociale, il s'agit plus de stimuler l'engagement social des individus et leur participation à de la délibération, à de la discussion, à du débat. Dans le référentiel de l'individuation, il s'agit d'organiser une solidarité entre les individus, qui est des relations de reconnaissance, etc. Et puis, dans le référentiel de l'équilibre conflictuel, il s'agit de faciliter la confrontation des intérêts en aidant notamment les groupes dominés à accéder à la parole et à la représentation. Et ces référentiels-là, ils sont extrêmement actifs dans les centres sociaux. Ils dessinent chacun des formes de citoyenneté et des formes d'engagement spécifiques et différentes. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne peut pas du coup dire les centres sociaux ne font pas de politique. Dans tous les cas, ils fabriquent des sujets politiques. Ils fabriquent des sujets politiques différents. Ça peut être parfaitement légitime d'opter pour telle ou telle forme, pour tel ou tel type de sujet politique. Simplement, il faut être au clair avec le fait que c'est ça qu'on fait et que c'est ça qu'on souhaite faire, qu'on l'assume, et expliciter le plus possible la vision qu'on a de quel sujet politique on est en train de fabriquer dans les centres sociaux. Et ça peut être n'importe lequel des 4 ou des mélanges, mais je pense qu'il faut être au clair sur le fait que dans tous les cas, de toute façon, ce qu'on fait fabrique des types de citoyens et de citoyennes particuliers
et que c'est voilà, c'est juste important d'être conscient de ça et peut-être d'expliciter la représentation qu'on a de tout ça.